Donc les bienvenus, chers amis, content de vous retrouver, absolument content de vous retrouver pour cette nouvelle émission Libre Antenne. Alors, vous avez bien compris, Libre Antenne, vous appelez si vous avez envie. Parce que ce soir, eh bien, nous allons parler de ce qui nous intéresse aux Antilles et de façon particulière en Martinique. Il y a des choses qui se passent et nous sommes là à Zouk Télévision pour vous en faire écho. Et c'est ça nous qu'a fait là à présent aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Et donc nous avons choisi ce soir eh bien, de recevoir les membres du MIR. Et nous aurions aimé aussi que M. Massa soit des nôtres, mais pour des raisons indépendantes de sa volonté, de notre volonté, eh bien, il n'a pas pu être des nôtres ce soir. Mais, on ne perdra pas au change, amis chers ou chers amis, puisque ce soir, nous allons converser et parler de choses qui nous intéressent, comme je disais au départ. Nous allons parler avec des personnalités qui sont là, qui représentent aussi bien le mouvement international pour les réparations. Ce sont des personnalités qui accompagnent, qui sont là, qui sont toujours là. Ce sont des personnes qui sont toujours présentes pour que les choses bougent, pour que les choses avancent au niveau de la Martinique et singulièrement au niveau des Martiniquais. Alors, ce soir, nous allons donc recevoir 3 personnes sur le plateau ce soir. 3 personnes sur le plateau. Puisque vous le savez, on attend des réponses importantes. Et ce serait dommage que tous les Martiniquais, tous les Antillais ne s'y intéressent pas, puisque ça concerne notre avenir, notre vie de tous les jours, et de ce fameux procès. On va en parler. Et puis aussi, on va parler aussi d'une histoire, de quelque chose d'étrange qui s'est passé du côté de l'aéroport et au XXe siècle, au XXIe siècle, parce qu'on a dépassé le XXe, au XXIe siècle, mes chers amis, si vous saviez, eh bien, on va en parler et puis vous allez pouvoir vous faire vos propres idées et essayer de réfléchir à tout ça. Et puis vous allez pouvoir intervenir au 05 96 71 27 07. Et je crois cette fois, Grégory, mon cher ami, que je ne me suis pas trompé sur le numéro de téléphone pour que les gens puissent intervenir ce soir. Alors, honneur aux femmes, cher monsieur. Donc, je vais demander tout simplement à madame de se présenter. Oui, alors je suis Claudette Duhamel. Je suis vice-présidente du MIR. Je suis membre du MODEMAS. Alors, le MIR est le Mouvement international pour les réparations. J'ai été l'avocat du MIR pendant longtemps et maintenant je suis membre actif. Et donc, nous militons pour les réparations et le MODEMAS qui milite pour la souveraineté de la Martinique. Voilà. Merci, madame Claudette Duhamel. Juste à côté, eh bien, nous avons Maryse Duhamel, la sœur. Avocat à la retraite. Déjà? Oui. Oh. Et également membre du MIR et du MODEMAS. Il y a tellement de choses à dire. Ce soir, on me demande si l'heure qui nous est impartie sera suffisante. Mais on verra ça. Et puis, bien, désolé, mais peut-être qu'on garde le meilleur pour la fin, non? Comment? On garde le meilleur pour la fin. Non, rien n'est moins sûr. C'est juste une formule. Je rougis. Tu rugis? Mais non, je vous en prie. Donc, je suis Alain Manville, ex-maître Alain Manville, Oui. donc avocat au barreau, avocat maintenant à la retraite, et avocat du MIR pendant maintenant près de 18 ans, et un militant convaincu de la cause de la réparation pour ces crimes d'ailleurs, de la traite et de l'esclavage, dont malheureusement la majorité des gens ont effacé de leur mémoire, alors que ce crime est toujours présent dans notre société. Voilà. Alors, oui. Non, Oui, pas du tout. alors, donc on va vraiment rentrer dans le vif du sujet tout de suite.
Est-ce que vous pensez, c'est assez général, hein, est-ce que vous pensez qu'en ce moment, au XXIe siècle, que les Martiniquais, les Guadeloupéens, on pense encore à se battre contre ça, contre le fait que l'esclavage continue d'une certaine façon? Est-ce que je vous appelle Maître Monville ou Monsieur Monville? Alain. Alors, donc, est-ce qu'ils en font cas en Martinique de tout ça? On a l'impression que c'est juste un petit groupe qui se bat et que le reste, à la limite, ça ne les intéresse pas. Parce que c'est quand même l'histoire, ça fait partie de l'histoire de la Martinique. Que l'esclavage continue. Vous avez dit dans vos phrases, un esclavage qui continue encore. Donc si l'esclavage continue encore, c'est qu'on continue de se battre. Ouais. Mais alors pourquoi alors justement, la question est posée à tout le monde. Pourquoi a-t-on cette impression que c'est vraiment du passé et il faut qu'on avance? Donc tout ça ne nous intéresse plus. Pourquoi il y a ce petit groupe de personnes qui continuent à se battre pour dire que non, il y a eu de l'injustice et c'est toujours pas réparé? Ce n'est pas un petit groupe de personnes. Je pense que tout le monde est d'accord pour ça, parce que les conséquences sont là. Quand vous dites que l'esclavage continue encore, c'est que vous êtes conscient qu'il n'y a pas de liberté, qu'il n'y a pas de... Si vous voulez que les Martiniquais sont brimés, les Martiniquais sont considérés comme des sous-citoyens et même encore comme des meubles. Et ils en sont conscients. Quand on voit comment ils réagissent, notamment au travers d'un certain nombre d'affaires, ils sont tous conscients, même s'ils ne militent pas, effectivement, parce qu'ils sont pris par d'autres choses et qu'effectivement, on connaît la difficulté de la colonie, de la colonisation, ils sont conscients. Et croyez-moi, ils sont tout à fait d'accord avec nous, tout à fait d'accord avec ceux qui militent. C'est vrai, ils sont peu nombreux, mais nous représentons quand même quelque chose d'important pour eux. Et quand vous dites qu'il y a un petit groupe qui se bat, c'est pas vrai. D'autant plus que la réparation a pris une portée internationale actuellement. Ça. On en parle dans toute la Caraïbe et il y a déjà des réparations qui sont en cours dans certaines îles. J'ai vu un reportage d'ailleurs à Martinique Première où on voyait qu'il y a la Grenade était en train d'avoir des colons, des anciens colons qui venaient réparer, qui n'habitaient plus l'île, mais qui venaient réparer. Donc c'est un domaine qui s'est élargi et la réparation va devenir, excusez-moi, quasiment mondiale. Donc la Martinique est bien consciente, parce que la Martinique subit des conséquences. Vous avez tout à fait raison. Nous sommes toujours dans un système esclavagiste, parce que nous avons un statut de non-humanité, parce qu'on ne nous permet pas d'être qui nous sommes. On ne nous permet pas de former notre société. On ne nous permet pas d'être vraiment libres. Nous sommes toujours exploités, mais toujours embrigadés, tout au moins sur le plan mental. Donc les Martiniquais sont parfaitement conscients de ça. Alors, je préfère dire Alain, parce que c'est plus facile pour moi. Je préfère dire Alain. Je continue à penser comme ça aussi. Nous sommes en Martinique presque fermés, même si Madame Duhamel, vous dites que les Martiniquais sont conscients, ils soutiennent le combat. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je maintiens parce que je vois les Martiniquais réagir. Vous savez, il y a des gens qui vous disent non, nous on se bat et puis ils y vont franchement. Et puis il y a d'autres qui vous disent, je suis consciente de ce que vous dites, c'est bien, mais vous savez, ils sont plus forts que nous. Ils ont tout pour eux, nous. Pourquoi c'est peau de terre contre peau de fer? Donc, moi, je reste chez moi, je ne sors pas. Et puis, peut-être que vous avez trouvé de toutes petites poignées, très, très, très aliénées, qui vont vous dire, mais on est très bien comme ça. Même si on n'a pas grand-chose, un RSA par-ci, par-là, eh ben, ça nous suffit. Mais c'est très rare, ces gens-là. Et même quand ils vous disent ça, ils ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Le Martiniquais sait très bien la situation dans laquelle il est, même s'il est profondément aliéné. Et je vous dis que il suffit de peu pour qu'on puisse effectivement faire prendre conscience. Et je crois que c'est le travail du MIR. Et que vous savez combien on était quand on a commencé à marcher pour le MIR en 2001? On était 3 ou 4. Vous savez combien on est maintenant? On n'est pas 3 ou 4. Vous voyez comment ça enfle de plus en plus. Et comment les gens sont de plus en plus conscients. Pourquoi ils sont de plus en plus conscients? Parce qu'ils entendent. Ils entendent à l'international que les réparations, qu'il y a des gens qui demandent pardon. Par exemple, les rois et des reines de je ne sais pas de quel pays ont demandé pardon. Ils demandent effectivement, ils sont conscients. Donc, ils voient que ce que nous disons il y a 20 ans, 30 ans,
C'était la vérité. C'est vrai, ils avaient raison. Eh bien oui, et de plus en plus, ça va aller comme ça. De plus en plus, nous allons gagner les esprits. Les gens vont avoir moins peur de reconnaître qu'ils sont d'accord, qu'ils sont conscients de leur situation de coloniser, de leur situation d'esclaviser, parce que nous sommes toujours dans un système esclavagiste. Ils sont de plus en plus conscients, même si c'est pas, on n'a pas le fouet tout le temps. Il y en a qui ont quand même, et même si on n'a pas le fouet, mais on a quand même une pression. Et d'ailleurs, le dossier dont on va parler là, le dossier de M. Malsa, c'est la preuve. Et le dossier qu'on est en train de vivre là en ce moment, que le Martiniquais vit douloureusement dans sa chair, le dossier de M. Pinto, c'est la preuve du système esclavagiste, du système d'habitation qui règne encore en Martinique. Alors, au départ, merci. Madame Duhamel. Alors, au départ, oui. Alain, c'était quoi les revendications du MIR? Ça s'appelait le MIR au départ? Toujours? Oui, ça s'appelait c'était quoi, mouvement. Alors, moi, j'insiste sur le problème martiniquais s'inscrit dans un mouvement plus large, qui est mondial. MIR, c'est le résultat d'une réflexion qui s'est opérée dans les années 90, où, à la lumière des procès qui étaient faits aux anciens nazis, un certain nombre d'intellectuels ou de militants se sont dit si la Shoah est un crime, il y a eu un crime qui est encore plus criminel que la Shoah, c'est la traite et l'esclavage, qui a duré 4 siècles. Et à partir de ce moment-là, il y a eu une espèce de prise de conscience de la nécessité que le monde reconnaisse. Parce que la traite et l'esclavage, c'est le début de la mondialisation du monde. C'est l'origine de tout, de notre système. Donc, qu'au minimum soit reconnu que la traite et l'esclavage, qui était dans le passé, c'était pour beaucoup de gens, ça relevait d'une période révolue, comme vous disiez, il faut regarder de l'avant. Avant vers quoi? Si on ignore son passé, si on ne sait pas d'où on vient, on ne peut pas regarder devant soi. Donc, il y a eu cette prise de conscience qu'il fallait que soit reconnu légalement par le monde, et en premier lieu par la France, puisque nous étions colonie française, et que la traite et l'esclavage soient reconnus comme crimes contre l'humanité. Ce qui a été fait avec la loi dite Taubira en mai 2001. MIR existe bien avant, parce que MIR, Mouvement international pour la réparation, est conscient que la question de la réparation ne concerne pas simplement nous, les déportés d'Afrique, mais les Africains également. Et les déportés d'Afrique, c'est une diaspora qui réunit à peu près 300 millions d'individus aujourd'hui. Donc MIR est un mouvement qui vise effectivement en premier lieu les Martiniquais, les Guadeloupéens, les Guyanais, mais aussi l'ensemble des gens qui ont été victimes du crime, et au premier chef, les Africains. Parce que le début du crime, c'est la razzia, c'est en Afrique. Et tout ça, c'est un mouvement où il faut arriver à ce que les gens prennent conscience. Et c'est vrai que lorsqu'on retourne à 2005, lorsque nous avons engagé le procès, personne ne parlait de réparation. Personne. On a été comme les promoteurs de cette idée que l'histoire ne pouvait passer que s'il y avait réparation. Et pendant 18 ans, on s'est battu devant les juges pour obtenir que, enfin, soit reconnu un certain nombre de choses. J'y reviendrai tout à l'heure. Voilà, donc, et je pense que le problème des Martiniquais, mais pas seulement des Martiniquais, des Guadeloupéens ou des Guyanais, c'est que le geste de la reconnaissance qu'effectivement nos aïeux ont été victimes des pires des crimes reste quelque chose de très flou. Il y a un sentiment généralisé de la justesse de la revendication, mais l'intégrer comme un élément de soi et comme une revendication de soi, ce geste-là, ce passage-là ne se fait pas encore. Mais il se fera. Ah oui, c'est une prise de conscience qui fait petit à petit. Alors, Madame Maryse Duhamel, alors j'ai entendu Alain parler de réparation, mais il y a plein de gens qui se posent la question. Jusqu'à présent, hein? Donc, ce serait sous forme de quoi? Comment réparer? Comment? Ah, ça c'est the question, effectivement. À chaque fois. Non, ce qui est important à comprendre, c'est que la situation actuelle explique un peu ce que vous disiez, qu'on a le sentiment que c'est derrière nous et qu'il faut avancer, etc. Pourquoi? Parce que jusqu'à maintenant,
on ne nous a jamais laissé nous dire au monde, nous construire au monde. On nous a toujours dit qui nous étions, ou ce que nous étions. Nous étions des meubles, après nous sommes devenus des affranchis, après nous sommes devenus ceci, et maintenant nous sommes européens. Enfin, c'est toujours un dominateur, un oppresseur qui a écrit pour dire qui nous étions. Nous n'avons jamais eu le pouvoir de nous dire au monde. Donc nous n'existons pas au monde. Nous n'existons pas au monde, et c'est fondamental dans la réparation d'être réparé, parce que c'est le moyen que nous aurons de pouvoir non seulement savoir qui nous sommes. Alain disait qu'on doit savoir son passé, mais comment voulez-vous vous construire si vous ne savez pas d'où vous êtes, d'où vous venez? Si on vous a mis dans la tête des choses qui ne sont pas vraies, mais nos ancêtres, les Gaulois, les rois, les reines, etc., c'est ce que vous avez appris. Vous essayez de vous construire à partir de choses qui ne sont pas, qui ne vous représentent pas. Donc vous êtes forcément bancal, vous n'êtes pas bien. Donc ça explique que plus de 150 ans après la fin du système officiel de l'esclavage, on en est encore à ne pas savoir qui nous sommes et à pouvoir dire c'est du passé, ça ne m'intéresse pas, le droit à l'oubli, comme disait quelqu'un, donc, etc. Parce que nous n'avons pas pu nous construire en tant qu'être humain responsable de soi. Il y a toujours quelqu'un au-dessus pour nous dire qui nous étions. Et maintenant que certains ont pris conscience, le combat a commencé bien avant le MIR. Le MIR, en quelque sorte, c'est un aboutissement. Mais il y a toujours eu des gens qui se sont battus pour pouvoir faire reconnaître. Alors à l'époque, il n'était peut-être pas question de crime contre l'humanité, mais dans le décret d'abolition de Schellcher, c'était écrit que l'esclavage, la traite négrière était un génocide. Un crime contre l'humanité. Un attentat. C'est écrit depuis 1848. C'est écrit. C'est pas en 2001. C'est pas dans les manuels scolaires. C'est pas en 2001 que ça a été écrit. Ça a été écrit en 1848, quand vous lisez les attendus du décret, c'est écrit que c'est un attentat contre l'humanité, un crime contre l'humanité. Donc, non, mais je n'invente rien. Vous allez vous reporter au texte et vous verrez que je n'invente rien. Donc, c'est très important de savoir que nous ignorons, et même maintenant, beaucoup de gens, non seulement ignorent, mais beaucoup de gens préfèrent ignorer parce que c'est d'une violence extrême. C'est d'une violence, mais vraiment d'une... Quand vous prenez conscience du traitement qu'on nous inflige encore aujourd'hui en 2024, c'est d'une violence extrême. Donc, vous savez, on est né, on a été conçus, nous, descendants d'Africains déportés, on a été conçus et on n'a jamais vécu que dans la violence. Dans la violence, dans quelque chose d'énorme. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que nous voulons réparation en disant nous voulons ci, nous voulons ça. Nous voulons déjà faire un état des lieux, c'est important, il faut faire cet état des lieux. Il faut savoir, alors bien sûr, nous, à notre niveau, au niveau du MIR, il y a déjà un travail important qui a été fait, c'est vrai. Mais comme vous le disiez, je suis d'accord avec vous, il y a encore beaucoup de gens qui ne veulent même pas en entendre parler. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas d'accord, c'est parce qu'ils ont peur. Mais ils n'ont pas forcément peur de l'oppresseur, ils ont peur de ce qu'ils vont découvrir. Ils ont peur de perdre pied. Quand vous découvrez l'immensité de l'abomination, vous pouvez perdre pied. Et c'est pour ça que quelqu'un avait écrit que la Martinique était un gigantesque hôpital psychiatrique. Parce que on vit en dehors de soi. On vit comme si on était quelque chose, mais on n'est pas ce qu'on prétend être. On nous dit que nous sommes européens, mais quand on se regarde dans le miroir, on voit un Africain. Et donc, mais on doit se comporter comme si on était un Européen. Et puis, on a beau dire qu'on est francisé, qu'on est aliéné, qu'on est etc. Mais fondamentalement, on ne fonctionne pas. On peut dire franchisé aussi. Pour rebondir un petit peu sur ce que vous disiez à propos de la réparation. La réparation, l'exigence de réparation remonte depuis la cale du navire négrier. Depuis les esclaves qui ont été, les Africains qui ont été déportés, réduits en esclavage,
on parlait déjà de réparation. Nous avons l'exemple de 2 moines franciscains, dont un qui s'appelle Stéphane de Moirans, qui disait que il faut réparer les Africains en l'an 1500 et quelques. Vous vous rendez compte? Il faut réparer parce qu'on a réduit ces personnes dans une situation complètement dégradée sans qu'ils aient rien fait. Parce qu'à l'époque, Stéphane de Moirans estimait qu'on pouvait réduire en esclavage pour condamner, à titre de condamnation de n'importe qui. Mais là, on est allé chercher les gens sur leur continent, dans leur pays, on les a réduits en esclavage sans qu'ils aient rien fait. Donc, il parlait déjà de réparation. Et les Africains, aux États-Unis, il y a certains Africains qui ont fait effectivement des réunions entre eux et ont parlé de réparation. Ce terme-là a toujours été concomitant à la traite et à l'esclavage. Maintenant, on veut faire croire qu'on découvre ça. Quand il y a eu la loi Taubira, Madame Taubira avait déjà mis la réparation dans sa loi, l'exigence de réparation. Qu'est-ce que les Français ont fait? Les Français ont exigé qu'elle enlève, parce ils devaient reconnaître, ils avaient décidé qu'ils allaient reconnaître. Mais ils ne voulaient pas. Alors que nous voyons comment ils inscrivent la réparation sans problème dans les lois concernant les Juifs. Donc ça veut dire qu'ils continuent de nous considérer comme des meubles, comme des non-humains. Et comme Maryse le disait, cette découverte-là, quand on vous dit aux gens, mais vous regardez comment vous êtes traités, vous ne produisez rien du tout. Vous non seulement sur le plan économique, c'est même pas là, mais en tant qu'être humain, vous ne faites pas de législation, vous ne faites rien, vous n'avez pas d'institution. Tout vous est imposé. Qu'est-ce qu'un peuple, quand tout vous est imposé, vous êtes esclavagisé, vous n'êtes pas libre, vous êtes objectivisé, vous êtes chosifié. Mais alors, il y a une question qui se pose dans ce cas-là. Pourquoi les Martiniquais ne se prennent pas en main pour... vous allez nous répondre, bon, je vous laisse répondre. Ça vous a été dit. Nous, on a déjà fait un certain travail. Ça vous a été dit, ça vous a été dit, elle vous a dit. Entendu. On a peur de découvrir effectivement l'énormité de la chose. Ouais. L'énormité de la chose. Et quand on parle comme ça, quelqu'un me dit, mais non, on a des droits quand même. On n'a aucun droit. Le seul droit qu'on a, c'est de dire amen à tout ce qu'ils nous font. De dire que c'est bien, que la société est bien comme ça. Et puis, on va quoi? On a un petit peu d'argent, on va acheter des grosses voitures, on va faire ceci, on va faire cela. Le seul droit qu'on n'a pas, c'est celui à l'existence. Ça veut dire, moi, Martiniquais, je suis maître de mon destin. Moi, j'ai dit, je pense que tel type de développement me convient. Je lis les gens qui vont faire comme ça. C'est ça, être libre. Ce n'est pas avoir de l'argent et puis acheter des biens matériels. Et ils confondent effectivement des enfants à qui on donnerait des jouets. Vous savez, souvent, les gens considèrent leurs enfants, chosifient leurs enfants, on leur dit, bon, tu te tais, on te donne des jouets. Maman va t'acheter des petites voitures, ceci. C'est pas comme ça qu'on élève, on chosifie les enfants. Mais c'est la même chose qu'ils font avec nous. On doit être maître de son destin, un peuple noir. Mais on a un peuple. Je vais revenir à pourquoi la résistance est où? Depuis 2001, il y a un combat qui est mené. Et si ça continue toujours, c'est parce qu'il y a une résistance quelque part. On va en parler. Mais vous parlez de liberté, Madame Duhamel. Vous avez parlé de liberté. Enfin, tout le monde parle de liberté. Mais nous avons un pays, pour faire le parallèle, Haïti, qui a quand même eu sa liberté, son destin en main. Okay. Ah bon? À quel moment Haïti a-t-il eu son destin en main? Quand on l'a rançonné? Quand on lui a fait payer jusqu'en 1948, quand on lui a fait payer des milliards? Parce que simplement, ils ont osé prendre leur liberté. On les a écrasés, l'État français, ensuite les Américains. Mais vous ne connaissez pas l'histoire d'Haïti? Absolument. Et jusqu'à présent, mais je suis désolée, quand vous me dites ça, ça me met en colère. Parce que les Haïtiens n'ont jamais été libres. C'est le peuple le plus écrasé du monde. Et ça continue. Ils ont le monde entier contre eux. C'est le reflet de porte-parole presque des personnes qui pensent comme ça. Non, mais les gens ne savent pas. Je les entends. On nous cache la vérité. Alors, ça serait bien peut-être là, aujourd'hui. Ah oui, mais ce que vous devez savoir, voilà. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'Haïti a pris son indépendance et qu'on a réussi à couillonner Toussaint Louverture à lui faire signer ce qu'il a signé là, ça c'est pas très grave. C'est qu'il y a eu une coalition telle qu'ils ont tenté d'exclure Haïti, tenez-vous bien, à l'époque c'était la SDN, la première société des nations. On a tenté aussi bien SDN que l'ONU. Pourquoi? Parce qu'il n'existait
aucun pays peuplé de Noirs Dirigé qui par les était indépendant. Ils étaient tous l'Afrique Même l'Afrique. entière, à l'exception de l'Éthiopie. L'Afrique entière était sous domination coloniale de l'Europe et des États-Unis, mais particulièrement de l'Europe. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Haïti a pris son indépendance. Haïti a le monde entier contre elle. Pas la France. L'embargo, monsieur. Haïti a eu le monde entier et Haïti est encore là. Et c'est Encore en sous ce sens. embargo. Ce que les gens devraient voir, c'est qu'un petit pays comme Haïti est toujours là avec le monde entier Oui. contre lui. Contre lui. Contre Le lui. monde entier. Regardez l'embargo qui a été fait sur l'Afrique du Sud à cause de l'apartheid. L'embargo était tellement fort qu'ils ont été obligés de renoncer. Vous savez que les Blancs n'ont pas renoncé à l'apartheid comme ça, de gaieté de cœur. Hein. C'est parce qu'économiquement, ils commençaient à sentir leur douleur. Et regardez l'embargo qu'ils ont fait sur Cuba. Comment Cuba souffre et effectivement de cet embargo. Imaginez-vous, un embargo qui dure depuis les années 1800. Début des années 1800. Un embargo qui ne s'est jamais démenti. De toute l'Europe occidentale, de toutes les nations dites soi-disant développées, de l'Amérique, tous étaient d'accord pour effectivement faire en sorte qu'Haïti soit dans l'état dans lequel il est. Donc, quand on me dit que regardez Haïti, il ne faut pas regarder Haïti. Moi, je dis une chose, que si effectivement c'est comme ça que les Européens décident de faire avec les Noirs qui prennent le pouvoir chez eux, qui dirigent chez eux, qui prennent la leur indépendance. France-Afrique, hein. C'est ça la France-Afrique. Et c'est ça fait l'Afrique. Vous voyez ce qui se passe déjà en Afrique. Oui. Comment ils ont pris leur liberté, comment la France ne rêve que d'une chose, c'est d'envoyer Barkhane sur eux. La France ne fait que penser à ça, matin, midi, soir, comment on va essayer de reprendre le Mali, qu'on va essayer de reprendre le Niger, comment on va reprendre le Burkina Faso. Et ils en pensent, ils en sont presque. Mais comme effectivement les choses ont évolué, qu'effectivement il y a le Brésil, il y a la Russie aussi qui les surveille, il y a la Chine qui les surveille. Qui a besoin de sa part de gâteau. Ils n'auraient pas eu cette puissance-là à côté. Il y a longtemps que c'était fini. Le Mali était déjà écrasé, le Niger écrasé, le Burkina Faso écrasé. Comme ils nous écrasent ici. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils nous écrasent avec leur système juridique français. Ils nous écrasent, ils nous empêchent d'être nous-mêmes. Marie vous a expliqué ça sur le plan psychologique, mais sur le plan à tous les niveaux. Parce que vous le vouliez ou non, les Martiniquais ne dirigent pas la Martinique. Et c'est ce qu'il faut dire aux Martiniquais. Vous voyez tous ces ploucs qui sont un petit peu partout dans les... Ils ne dirigent rien du tout. C'est dur. Je ne suis pas dur. Nous sommes un pays dirigé de l'extérieur par la France et l'Europe. Les Martiniquais, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'on donne aux Martiniquais? Des compétences. Ça veut dire quoi? Nous vous gouvernons. Vous dites à un enfant, voilà, on te donne de l'argent de poche. Autrement dit, c'est nous qui te disons quand tu vas au cinéma, quand tu fais ça, on te donne de l'argent de poche et on te dit, voilà, tu vas gérer un petit peu dans ta chambre ce qui se passe. Mais c'est quoi ça? C'est ce que vous appelez un pouvoir? Eh bien non, nous n'avons aucun pouvoir en Martinique. Aucun pouvoir. Les gens ne comprennent pas ça. Ils s'imaginent que quand ils ont, j'appelle les ploucs, quand ils ont élu un président de collectivité, quand ils ont élu un maire, ils imaginent qu'ils ont des gens de pouvoir. Ces gens-là ne sont pas des hommes de pouvoir. Ce sont des valets. Ce sont des gens qui ont des compétences et qui sont sous domination, comme nous aussi nous sommes sous domination. Nous sommes tous sous domination. Il faut arrêter de faire du cirque. Il faut arrêter. On a l'impression qu'on est dans un théâtre en Martinique. On a l'impression que les gens sont là, ils croient n'importe quoi, ils avalent n'importe quoi, alors qu'ils sont effectivement comme des rats en train de tourner en rond. Mais oui, je suis désolée, nous sommes dans cette situation-là. Parfois, comme dirait Marie, je sens effectivement cette schizophrénie que nous avons en essayant de croire que nous sommes... En fait, il faut voir la vérité. Nous avons des gadgets. Nous avons la possibilité d'acheter des choses, mais c'est tout ce que nous avons. Mais alors, dans ce cas-là... alors, si je peux dire quelque chose... Vas-y, allez. Parce que vous avez souligné le fait qu'il y a effectivement une espèce de résistance des Antillais à intégrer le fait de la réparation. Tout à fait. Mais c'est-à-dire que cette résistance, c'est pas de la génération spontanée. En face de nous, on a les appareils idéologiques de l'État, on a une société, on a la caste béquée, on a une partie de la société martiniquaise qui collabore avec l'état de choses existant. Et l'état de choses existant, c'est une situation coloniale. Je veux dire, on peut être républicain, mais qui a le pouvoir économique en Martinique? Ouais. Qui? Personne ne le dit. Qui dirige la réalité sociale de la Martinique? Personne ne le dit.
Il y a, en Martinique, un pouvoir occulte qui est pourtant présent partout, mais qu'on ne voit nulle part, et dont personne ne parle, et qui est soutenu par l'État français, parce qu'il soutient les intérêts français. Mais c'est pas... Comment pouvez-vous expliquer que la Martinique n'est pas capable de se nourrir ? Mais c'est un véritable... C'est un génocide de supprimer à une population ses moyens de survivre, ses moyens de se nourrir. Regardez comment est la Martinique, comment quelque chose comme le chlordécone est possible dans une république qui se dit république des droits de l'homme. Donc, il faut que les Martiniquais arrêtent de fantasmer qu'ils sont citoyens français. Ils ne sont pas citoyens français. Comme le dit un de mes confrères, les affranchis, ils sont affranchis de rien. De rien du tout. La servitude qui existait avant a simplement supprimé le fouet. Mais grande surface, cette espèce de société, d'ailleurs mortifère, parce que qui connaît la Martinique des années 60 ? Une Martinique joyeuse. Où est-elle passée ? Elle a disparu. Regardez les Martiniquais, c'était un des peuples de la Caraïbe les plus... Mais on est moins triste que quand même. Parce que le colonialisme n'était pas aussi puissant. Aujourd'hui, avec la télévision, avec tous les moyens que l'État français et ceux qui ont intérêt à maintenir une situation qui est impensable, je veux dire au XXIe siècle, que vous ayez encore des gens qui aient un pouvoir absolu... C'est mentalement, quand on me dit regardez de l'avant, mais quand je regarde de l'avant, j'ai en face de moi un mur qui me dit il n'y a pas d'avant. Donc je me tourne vers l'arrière et je comprends pourquoi il y a ce mur. Il faut que les Martiniquais réfléchissent. Il faut qu'ils réfléchissent aussi à l'histoire qu'on leur raconte. Allez entendre ce qu'on dit aux enfants sur leur histoire. Ils connaissent rien de l'Afrique, ils connaissent rien de l'esclavage. Quand vous regardez les manuels scolaires, on nous a dit oui, la France... par devoir de mémoire, va éduquer sa jeunesse pour qu'on comprenne ce qu'a été la traite et l'esclavage. Comment voulez-vous éduquer un peuple quand vous lui dites « il n'y a pas de réparation d'un crime ». Mais s'il n'y a pas de réparation d'un crime, c'est qu'il n'y a pas eu de crime. Parce que s'il y a eu un crime, il y a eu une réparation. Comme partout. Mais alors, dans ce cas-là, quelque chose que j'ai retenu, ce que vous venez de dire, Alain, c'est ils se croient français. Mais ils ne sont pas français. D'accord. Mais alors, la République voudrait... Alors, c'est la République. La devise... C'est un égrégore. Liberté, égalité, fraternité. Donc, ils sont tous pareils, quel que soit l'endroit de la France. C'est-à-dire, que ce soit sur le territoire français. National, enfin le territoire métropolitain, ou les départements, enfin les outre-mer. Oui, sur l'égalité, je vais dire simplement, voilà. Quand vous allez de là, Paris... C'est normal qu'ils soient mais quand vous allez de Paris à Tours... Non, mais moi, égalité. Je parle comme les Martiniquais. Égalité. Alors, je parle comme les Martiniquais. Oui, absolument, vous avez raison. Mais moi, je vous réponds, quand vous allez de Paris à Tours, vous payez combien ? Et quand vous allez de Fort-de-France à Pointe-à-Pitre, de Fort-de-France à Cayenne, combien vous payez ? Écoutez, donc tout est fait. C'est même pas ça, c'est plus grave que ça. Oui, non, mais ça c'est un exemple qui est tellement... C'est qu'on comprend bien d'ailleurs. Bah oui, l'égalité, non. Il ose dire qu'on est français. Mais c'est pas qu'on est français ou qu'on n'est pas français. Qui a dit que nous étions français ? C'est eux qui ont décidé qu'on était français. Ils ont dit qu'on était des meubles, on était des meubles. Ils ont dit qu'on était esclaves, on est esclaves. Ils ont dit qu'on est français, on est français. Ils ont dit qu'on est chien, on est chien. C'est eux qui disent qui nous sommes. Okay, nous n'avons jamais pu dire qui nous sommes. Moi, je ne me sens pas française. Je regarde le fonctionnement de la population française. Je ne me sens pas française. Je me sens plus proche de l'Afrique que de la France. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas née. Je suis née dans une espèce de situation qui est la suivante. Même si, comme il y en a qui vous disent « Ah, mais on est métissés ». Alors, on est métissés, d'accord. Ça, c'est encore un mot. Mais peu importe, c'est pas grave. On va l'utiliser. Je suis métissée, d'accord. Mais qui m'a élevée ? Qui m'a aimée ? Qui m'a appris à être un être humain ? Qui m'a appris à me mettre debout et à me comporter avec dignité ? C'est pas l'Européen, c'est l'Africain. Je suis tombée dans la matrice africaine parce que la matrice européenne m'a rejetée. À tout prix. Elle est exclusive, cette matrice-là. Elle ne vous accueille pas quand vous n'êtes pas blanc pur. Voilà. Okay ? Même si vous avez la peau blanche comme ça, mais qu'on sait que vous avez
un arrière grand-père ou grand-mère qui était noir, vous n'entrez pas dans cette matrice. La seule matrice qui peut vous accueillir, c'est la matrice nègre. C'est celle-là qui va vous faire de vous un être humain. L'autre vous dit, elle va vous dire, vous n'êtes pas un être humain, vous êtes ceci, vous êtes Je vais vous dire une chose, ça a duré 3 siècles. Pendant 3 siècles d'esclavage, ils ont exclu les Noirs de l'humanité. Et il y avait leur matrice, et à côté de ça, les Noirs devaient composer avec toutes les tortures, tout ce qui se passait sur les habitations. Et pendant ces 3 siècles-là, le Noir s'est forgé avec les béquets hostiles, mais pas les maîtres les plus cruels, disait, j'ai lu le livre de, comment il s'appelle, de des historiens martiniquais, Armand Nicolas, qui est vraiment complet, qui disait, les maîtres les plus cruels au monde, c'était les béquets de Martinique. C'était les béquets, ces gens-là, qui ont mis du chlordécone et qui nous ont empoisonnés, et qui, s'il faut encore nous empoisonner, nous empoisonneront aussi, je les connais. Mais ces gens-là étaient les plus cruels. Ces gens-là ont vécu de leur matrice. Ils ont complètement exclu le noir de leur société. D'ailleurs, ils ont toujours vécu en autarcie, ils ont toujours vécu dans leur caste, ils ont toujours pratiqué l'endogamie. Et maintenant, comme ils voient que nous parlons de réparation et qu'ils sentent que tout ce qu'ils ont fait comme mal, ils disent, bon, on va vivre avec vous. Après, on va vivre comment? Avec vous, Béquet, et puis moi, avec tout ce que vous nous avez fait, moi, je suis dans ma matrice. Et ma matrice, c'est celle qui accueille tout le monde. Qui accueille tout le monde. Parce que nous sommes capables de reconnaître l'humanité du plus noir au plus blanc. Par contre, eux, ils se définissent comme blancs. À partir du moment où ils se définissent à partir de leur couleur et qu'ils se mettent ensemble dans leur couleur, effectivement, ils ont une matrice raciste et qui exclut l'autre partie de l'humanité. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, s'ils ne nous excluaient pas de l'humanité, ils n'auraient pas ni du chlordécone comme ça. Ils ne nous auraient pas empoisonnés comme ça. Mais il y a eu du chlordécone sur le territoire métropolitain. Oui, mais on a très vite arrêté dès qu'on a connu le danger. Okay. Alors qu'ici, un préfet a signé une autorisation pour continuer pendant des années. Écoutez, en plus de ça, le chlordécone ne se mettait pas dans les produits alimentaires. Le chlordécone se mettait dans les plates ornementales. Il n'y a pas de chlordécone dans le sol français. Ça se mettait dedans. Et nous, dès le départ, ils l'ont mis dans la banane. Oui. C'était différent. Donc, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Ils savaient très bien qu'ils nous empoisonnaient. Et c'est parce que, justement, c'est à cause de leur exclusion de notre humain, de l'exclusion du noir, à cause de leur racisme profond, que ça s'est passé comme ça. Donc, quand vous dites, oui, mais ça n'a aucun sens pour nous. Même si j'ai 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je suis africaine, parce que c'est l'Afrique qui m'a accueillie. C'est elle qui m'a tout donné. Qu'est-ce que le Béquet nous a donné? À quel moment le Béquet a pu donner quoi que ce soit à un Martiniquais? À quel moment ces gens... À un humain, d'une manière. À un humain. Parce qu'ils sont là. À quel moment ces gens-là sont restés dans leur caste? Ils se sont mariés entre eux, ils ont fait un nombre incroyable de monstres qui sont sur les îlets du François. Donc, ça, c'est leur problème. Donc, ils ont pratiqué cette endogamie. Maintenant, nous sommes dans une situation particulière. Nous demandons réparation. C'est-à-dire que nous voulons notre liberté. D'abord, la première réparation, monsieur, c'est la souveraineté. La souveraineté, vous appelez ça l'indépendance, appelez ça comme vous voulez, c'est pouvoir maîtriser notre société. C'est pouvoir faire que notre société qui est là, qui a pour base effectivement celle que nos mamans et nos papas qui ont été esclavagisés et qui sont sortis d'Afrique nous ont donné, cette société-là qui existe, nous voulons l'instituer. Et pour ça, nous voulons notre liberté. C'est la première réparation. Et elle est exclusive. On ne peut pas, dans ce moment-là, s'entendre avec les Béquets. Parce que les Béquets ne veulent pas que nous ayons cette souveraineté. Ils ne veulent pas que les Noirs accèdent à quoi que ce soit. Pourquoi croyez-vous qu'ils sont toujours là, qu'ils ont toujours le pouvoir? Alors, est-ce que vous pensez, Madame Duhamel, Alain aussi, Maryse Duhamel aussi, est-ce que vous pensez que les blocages, parce que depuis quand même 2001, mais peut-être même au-delà, il y a un combat qui est mené, il y a des réflexions qui sont menées, il y a des sensibilisations pour faire prendre conscience. Et pourtant, on a le sentiment que, malgré tout, la population, une partie en tout cas, n'adhère pas vraiment. Mais le blocage vient d'où? Qu'est-ce qui fait que ça avance très difficilement? On a parlé, parce qu'on doit parler de procès. Je vais vous répéter ce qu'elle vous a dit. On parler de procès tout à l'heure, justement. Je vais vous répéter ce qu'elle vous a dit. Il y a la peur, il y a aussi cette peur qui est entretenue. Il y a aussi, effectivement, ce système de créolisation. Vous savez,
C'est Maître Molutuka qui a développé cette thèse et c'est tout à fait valable, ça s'applique à tout le monde. Vous savez, la créolisation, c'est quoi? C'est vous faire adopter les goûts et les couleurs du colon. Ah, mais pourquoi pas, on peut bien adopter les goûts et les couleurs du colon. Des couleurs, on peut mettre la musique classique, on peut s'habiller comme eux. D'ailleurs, on s'habille comme eux, on peut faire comme eux. Même s'ils ne nous fréquentent pas, même s'ils sont dans leur endogamie, on peut faire. On adopte les goûts. Et vous savez, c'est quoi adopter les goûts et les couleurs du colon? La conséquence fatale pour nous, c'est que le colon ne nous aime pas et que nous ne nous aimons pas non plus. Si le colon ne nous aime pas et que nous adoptons le goût du colon, qu'est-ce qui va se passer? On va dire que nous sommes des sales nègres, des imbéciles, des couillons, que nous ne savons rien faire. Et vous allez entendre le propre noir comme moi va vous dire, moi, vous êtes un couillon ou c'est un nègre? Vous ne savez pas blanc supérieur à où? Voilà, c'est ce qu'il va vous dire. Les goûts, les coutumes du colon, c'est ça. C'est la détestation du nègre. C'est la détestation, c'est l'exclusion du noir de l'humanité. Eh bien quoi? Mais non, mais c'est eux qui sont les humains et nous pas. On a accepté, on a signé à la limite, sans même le savoir, parce qu'on a eu 3 siècles pour cela. Non, quand ils ont commencé leur réalisation dès le départ. Ils ont dit voilà, comment acclimater les Noirs sans leur donner des fouets toute la journée? Eh bien, il faut leur apprendre qu'ils ne sont rien, que nous sommes tout, que c'est nous les maîtres, et leur faire admettre ça, leur faire ne pas s'aimer eux-mêmes et nous aimer nous. Parce que vous allez entendre quoi? Je vais vous dire, mais c'est le béquet qui nous donne à manger, voilà, qu'est-ce que vous faites là? Il y a des béquets qui sont gentils. C'est eux qui nous donnent à manger, c'est eux qui ont toutes les grandes surfaces. Nous n'avons rien, nous ne sommes même pas capables de nous entendre pour faire quelque chose. Est-ce que c'est pas la vérité? Et ils ont, non pas, ben voilà, une chose. Alors, je vais vous dire une chose. Cette manière de nous dresser les uns contre les autres, quand vous dites, est-ce que ce n'est pas la vérité? Cette manière de nous faire croire que complot nègre, c'est complot chien, ça vient de béquet. C'est les béquets qui ont mis ça. Complot nègre, c'est complot chien. Donc, nous ne sommes pas capables de nous entendre. Parce que nous ne sommes pas capables de faire quoi que ce soit ensemble, donc nous aimons le béquet. Et donc, comme nous aimons le béquet, nous nous voyons bêtes, couillons, inhumains, à la limite comme des chiens, des vulgaires animaux. Et voilà, comme vous dites, ce que vous dites là est symptomatique. Est-ce que ce n'est pas vrai? Non, ce n'est pas vrai, monsieur. Parce que c'est pas ce que notre matrice nous apprend. Nous sommes des êtres fondamentalement solidaires. Nous sommes des êtres fondamentalement, comment dirait Dominique, filiaux. Et ça, le béquet, lui, il est dominant. Tout ce qu'il veut, c'est écraser les autres. Ce sont des prédateurs. Lui, il a la division. Lui, il divise. Il divise pour mieux régner. Il divise. Et la société martiniquaise, vous savez, il y a les métis. Qui c'est qui nous a appris à dire celui-là est plus clair, celui-là est moins clair, celui-là est mieux, il va mieux, parce qu'il est plus clair. Celui-là est un petit chabin, celui-là c'est un petit... Qui c'est qui nous a appelés comme ça? Le bestiaire. C'est les blancs qui l'ont fait ça, c'est les béquets qui ont fait ça. Les chabins, les machins, les mulattes, tout ça, c'est eux. Les capes, les capresses, tout ça c'est eux. C'est pas nous. C'est leur langage à eux. Et quand ils faisaient ça, ils savaient qu'ils nous divisaient. Ils savaient qu'ils nous divisaient par la couleur. Ils nous divisent de toute façon, de toute manière, ils nous ont divisés. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas pu nous enlever notre humanité. Et que nous avons négocié. Maintenant, nous ne voulons plus négocier, comme disait Dominique, plus négocier avec son humanité. Et ne plus négocier avec son humanité, c'est accéder à notre société, à tout ce qui nous concerne, pouvoir maîtriser effectivement le destin du peuple martiniquais. Voilà. Alors, Marie, Madame oui, alors, Guillermet. en complément de ce que Claudette vient de dire, la créolisation a été le processus et la méthode qui a été mise en place par les Européens esclavagistes pour domestiquer les nègres. Ok ? Et c'est pas un hasard qu'ils appelaient, quand un nègre était né sur l'habitation, qu'il se comportait selon les critères, selon ce qu'on attendait de lui, on l'appelait un nègre créole, par rapport au nègre bossal qui venait d'arriver, ou bien au nègre Congo qui n'était pas encore, etc., qui n'était pas encore créolisé, qui n'était pas encore domestiqué. D'accord ? Bien. Ça n'a pas duré 3 siècles, ça a duré 550 ans. Pourquoi? Ça a duré 400 ans d'esclavage, plus 150 ans après l'abolition. Ouais. Toujours. Parce que ça dure. Ils ont fait tous créole. Il faut continuer. Et ça dure toujours. Donc ça fait 150 ans, tous créoles, oui. Tous créoles. Oui. Créole maître et puis créole esclave. Ok? Mais nous tous créoles. Nous tous créoles. Donc voilà. Et donc ça fait 150 ans. Et quand je peux comprendre que quelqu'un se dise, ah oui, mais non, c'est nous, c'est des imbéciles, nous, c'est des tébènes, nous qui avons subi ça. Sauf que l'Africain qu'on a déporté à fond de cale, qui est arrivé,
c'était pas un créole, c'était un être humain qui avait toutes ses valeurs à lui, qui avait toute sa culture, qui avait toute sa connaissance, quelle qu'elle soit. Okay? Quand, avec la puissance coloniale française, okay, on a domestiqué ces gens, les petits qui sont nés dans les habitations, on les a dressés. Et puis les enfants de ces petits-là, et puis les enfants de ces petits... 550 ans, ça fait 550 ans qu'on nous a mis dans la tête que le blanc, c'était le maître. Qui ou palais, oui, qui ou palais, c'est le maître. Voilà. Et aujourd'hui où je vous parle, c'est la même chose. Qui c'est le maître de la Martinique? Qui c'est le maître de la Martinique? Si ce n'est des gens qui peuvent vous envoyer en ça va finir. C'est en voie de disparition. Je ne sais pas si c'est encore vraiment en voie de disparition, mais au moins, au moins, maintenant, c'est quand même le mieux, vu. C'est quand même au vu et au su de tous. Et quand vous êtes créolisé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vous êtes débiélé, vous êtes schizophrène, parce qu'on vous apprend quoi? Vous savez que vous êtes un humain. Mais on vous oblige à vous comporter comme si vous n'étiez pas un humain pendant 400 ans dans l'habitation. Oui, maître, tête ou en batable là. Oui, maître, pas une doigt sous les vésios, peut-être il pas envie ou les vésios. Il le fouet pas, ok? Donc, on vous apprend à vous comporter comme un animal, comme quelqu'un, comme une chose qui... On vous dit que vous n'êtes pas un humain, on vous demande, et on vous dit que si vous voulez avancer, si vous voulez vivre bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut adopter les goûts et les coutumes et les valeurs du colon. Renoncer à vous-même. Renoncer à vous-même. Ça s'appelle l'aliénation, étranger à soi-même. Je suis étranger. Je suis là, mais c'est pas moi. Bon. Et c'est ça qui fait de nous des schizophrènes. C'est ça qui fait de nous des gens pas bien. C'est ça qui fait de nous des gens qui, effectivement, vous avez ce sentiment-là, que ces gens-là sont les uns contre les autres. Parce que nous vivons depuis 550 ans. Toutes les générations qui m'ont précédé jusqu'à moi ont vécu dans la domination mentale du colon. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, malgré cela, malgré le fait que nous soyons créolisés à mort, fondamentalement, si nous n'étions pas solidaires, nous ne serions plus pas là. Nous ne serions pas vivants. Même chose pour Haïti. Si Haïti n'était pas un peuple debout, malgré tout ce qui se passe avec les gangs et tout, Haïti aurait déjà disparu. Parce que je vous disais, quand Duvalier, les Américains ont mis Duvalier, et quand Duvalier est mort, le père, Papa Doc, on a annoncé la mort de Papa Doc une semaine après. Le temps de laisser aux flottes américaines encercler complètement Haïti, le monde entier. Donc je veux vous dire par là que nous sommes dans une situation où le monde entier est sous la domination d'un paradigme, d'une vision du monde blanche, ok, qui de manière existe de manière de manière exacerbée. Tu vas parler plus que moi. Non, exacerbée. Il n'y a pas de problème. De manière exacerbée en Martinique, parce qu'il y a le côté ce qu'ils appellent béquet. Bon, c'est des blancs créoles. Et ces blancs créoles là, c'est quoi? Ces blancs créoles là, sont symptomatiques et c'est l'aspect le plus révélateur du système raciste dans lequel nous sommes, parce que s'il n'y avait pas un racisme institutionnalisé dans ce petit pays-là, il n'y aurait pas de caste béquet. Parce que c'est parce qu'ils pratiquent justement l'endogamie, et c'est parce qu'ils se sont séparés complètement, qu'ils existent encore en tant que béquets. Sinon, si ce n'était pas des racistes, si c'était pas il n'y aurait pas eu cette histoire de tous créoles, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Le problème vient de ce qu'on pratique l'apartheid en Martinique. Est-ce que vous vous sentez créole, Alain? Justement, je disais que... Non, parce que c'est intéressant, parce que j'ai entendu plein de choses, et là, le mot créole vient d'avoir un autre sens. Donc, je viens d'entendre ça, on entend des choses, et je vois Alain qui est là. Ben oui. Oui, alors, moi, je me sens européen. De culture, évidemment, parce que je ne parle pas la langue, je n'ai pas grandi en Martinique, ni dans un pays qui est colonie, donc je suis un Européen, mais je suis un Européen noir, malgré ma couleur blanche apparente. Non, moi, je dirais que j'ai un avantage, c'est que
j'ai grandi au milieu des Blancs. Ici, on est noir, mais on ne grandit pas au milieu des Blancs, parce que les Blancs, ils sont à part. Ouais. J'ai grandi au milieu des Blancs. Et mon expérience personnelle, c'est que je suis arrivé à la conclusion que même ma mère pouvait être raciste. Ma mère qui a eu le courage, et j'imagine ce que c'était qu'en 1948, pour une femme blanche, à Paris, d'épouser un grand nègre dans une société raciste, parce que la France était raciste. Hein. C'était pas un raciste comme il y a un racisme anti-arabe, c'était un racisme quasi naturel. Le noir est un sous-homme. 20 ans avant, les nègres étaient au bois de Vincennes, dans des cages, comme étant des excentricités exotiques. Et donc, l'Europe, parce que moi je veux élargir le débat, il y a les béquets, c'est une réalité énorme, mais le suprématisme blanc, c'est-à-dire cette conscience diffuse qu'a l'Europe, parce que les Blancs, c'est l'Europe. Oui. Même si l'Amérique c'est un sous-produit de l'Europe. Ce sentiment de supériorité, ce sentiment que c'est eux qui ont la vérité, que c'est eux, et c'est eux qui ont créé ce monde. Je vous parlais tout à l'heure, mais ils l'ont créé par la mondialisation dont la traite et l'esclavage est le premier moment. Alors quand on me dit qu'il faut regarder de l'avant, mais l'avant c'est l'arrière. La mondialisation, aujourd'hui la domination du monde c'est quoi ? C'est la domination des Occidentaux. Sauf qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, cette domination, elle est prête à se terminer. C'est terminé que les Blancs disent ce qui est le bien, le mal, qu'ils fassent la loi. Nous avons vécu sur la dictature des Européens pendant 6 siècles. Ça commence avec la découverte de l'Afrique, début du XVe siècle. Oui, découverte de l'Afrique. Par qui ? Par les Européens. Par les Européens. Fausse découverte, parce qu'encore une fois, je crois qu'il y a un problème fondamental, même dans la conscience que nous avons, nous, de l'histoire. L'histoire que nous connaissons, l'histoire qui est le cadre général par lequel on se perçoit soi-même, c'est une escroquerie intellectuelle. Penser que l'Afrique au XVe siècle s'est remplie de zèbres et de nègres, mais c'est une réalité. C'est une réalité qui va jusque dans des décisions de justice, où des juges, pour juger d'une affaire, pensent l'Afrique de ce point de vue. Nègres et zèbres. Mais l'Afrique, c'était un continent avec une civilisation qui était supérieure à la civilisation européenne, qui au Moyen-Âge était inférieure culturellement, socialement. Les Européens n'ont rien inventé. Et je ne veux pas remonter à l'histoire encore plus ancienne des Égyptiens. Les Grecs ne sont que des faussaires d'une culture qui était africaine. Donc, on nous a, comment dirais-je, on nous a formatés pour voir le monde d'une certaine manière, comme si, effectivement, les seules valeurs véritables étaient celles des Blancs, des Européens. Ces valeurs qu'ils ont volées, quelque part, en effaçant l'héritage qui était leur véritable héritage, à savoir d'autres civilisations que la civilisation européenne. La civilisation européenne est le produit direct de civilisations qui n'étaient pas européennes. La seule différence, c'est qu'il y a eu une mutation dans la manière dont les Européens se sont rapportés au monde, qui a été une manière de domination parce que c'était le capitalisme. C'est-à-dire qu'il y a eu un principe général d'évolution de l'histoire qui a été fondé sur le profit, l'exploitation de l'homme par l'homme. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'exploitation de l'homme par l'homme avant, mais c'est devenu le principe central des relations que les Européens ont entretenues entre eux et avec les autres. Et à partir de ce moment-là, s'est mis en place ce qu'on appelle le suprématisme blanc. Et nous sommes au cœur de ce suprématisme blanc qui aujourd'hui est en déclin. L'Empire américain va s'écrouler. On le voit aujourd'hui en géopolitique. Comme disait Maryse ou Claudette, pensez qu'en 1948, il n'y avait pas d'État africain. Les Africains, c'était quoi? C'était des zèbres. Et comme les zèbres, des gens sans civilisation, des gens qui n'avaient aucune existence au plan international. Pas au monde. Mais est-ce qu'on peut alors, par contre, oui, parce que ce qu'il dit là est important, parce qu'on est là pour parler de deux sujets. Je voulais qu'on du procès. Deux sujets, justement, et ces procès-là illustrent tout ce que nous avons dit là. Voilà. Donc il faut quand même en parler. On va essayer d'en parler. Oui. C'est le procès de M. Malsa.
Voilà, donc on va... Alors, Contre monsieur procès alors c'est vrai. Alors il y a une chose. Alors, ce genre de discours, ce qu'on entend, ce que vous entendez dire, on n'a pas l'habitude d'entendre ça sur les médias. Peut-être qu'il y a nous inviter des plus raisons. souvent. Ah ben justement, Faut nous inviter plus souvent, vous en apprendrez la liberté d'expression existe. Hein, et donc je pense que les Martiniquais devraient entendre ce qui se passe et puis en faire leur propre idée et puis décider. Après, je trouve que ce sont des choses qu'on doit savoir, que le peuple martiniquais, le peuple antillais, le peuple noir devrait être au courant. Pas seulement le peuple blanc aussi. Mais on en parle au Martiniquais. Il y a, tout le monde. Il y a Maître Mondetuka qui parle beaucoup, qui en parle beaucoup. C'est un avocat qui parle beaucoup. D'ailleurs, il a écrit un livre qui s'appelle Fini la névrose créole, Moun fini la névrose créole. Ne m'appelez pas créole. Il a écrit Dominique ça. Oui, il a écrit ça. Et donc, c'est lui qui a effectivement exposé ces thèses-là. Comme quoi, l'être humain noir, le nègre, comme on dit, ne meurt pas, comme dirait Restock, ce n'est pas qu'un mot. C'est-à-dire, en dépit de toute cette créolisation-là, nous avons gardé, il y en a qui ont gardé l'esprit libre, la tête hors de l'eau, et qui sont ils sont pas hors de la nation puisqu'ils le subissent comme tout un chacun, mais ils réfléchissent et ils ont pu effectivement déchiffrer, décrypter tout ce que nous avons subi et tout ce qui se passe. Alors, il y a une association qui s'appelle Tous Créoles et on a un auteur qui dit « Ne m'appelez pas créole ». Bon, ben, il s'appelle Dominique Mondetuka, vous devrez l'inviter plus souvent. Les deux viennent là pour qu'on puisse discuter. Absolument. C'est lui qui a démontré tout ça. Oui, tout à fait. Donc les deux viennent et puis exposent tout ça. Alors, donc, il y a le chemin est quand même, il est sinueux, hein, le chemin, il est pas large et le chemin n'est pas large. Si vous savez comment on a avancé. Et c'est sinueux. Parce que je vois que le MIR, les personnes qui composent le MIR, et particulièrement celui qui est à l'origine de tout ça, Monsieur Malsa, qui est toujours là d'ailleurs, Monsieur Malsa, qu'on salue, Monsieur Garcia Malsa, propre établissement, bon force, bon courage, bon ça vous aime, nous pas aimer à la Dieu, mais nous avons pensé à vous soya. Alors, que s'est-il passé, Madame Duhamel, Claudette? Vous savez, je n'ai pas défendu ce dossier. Mais j'ai été mis au courant et je l'ai lu évidemment puisque j'ai travaillé avec mes confrères sur ce dossier. Alors je ne sais pas si je suis plus habilitée que les deux qui étaient dans le dossier à en parler, mais nous savons une chose, c'est que l'État français a décidé effectivement de porter atteinte à la réputation de M. Malsa. Mais ils n'ont pas trouvé grand-chose puisque M. Malsa n'a jamais touché un centime de quoi que ce soit, de qui que ce soit quand il était maire. Mais il fallait effectivement trouver un biais. Et le biais qu'ils ont trouvé, c'est un dossier remontant à 2011 ou 2012 concernant un marché public pour un service de nettoyage, pour nettoyage de la ville. Donc, dans cette affaire-là, la Chambre régionale des comptes qui avait été saisie après l'élection de M. Gémieux, qui avait été saisi, je ne sais pas pourquoi, soi-disant qu'il y aurait eu une malversation, n'a rien trouvé. Par contre, il a trouvé que certains marchés n'étaient pas... Alors, M. Gémieux, pour les personnes qui connaissent pas, M. Gémieux, c'est celui qui a succédé à M. Malsa à la commune. De la mairie de alors, ce monsieur a décidé qu'il allait avoir la peau, qu'il allait faire mettre M. Malsa en prison, et grâce à ses copains, les procureurs et les juges et tout ça, parce qu'on sait très bien que nous sommes dans une situation coloniale, et que ces gens-là qui nous jugent nous considèrent également comme des petits rats, hein, des meubles et des rien du tout. Ils se permettent de faire n'importe quoi, de nous juger n'importe comment, même pas juger, même pas ça appeler. On ne peut pas appeler ça juger, parce que pour moi, c'est une mafia qui est là, il n'y a pas d'autre mot. Donc ces gens-là ont décidé, il faut qu'on trouve quelque chose. Ils n'ont rien trouvé. Et la Chambre régionale des comptes a persécuté M. Malsa, qui était chaque fois obligé de répondre, et ils n'ont rien trouvé. Donc il a déposé son rapport, mais il y a certains éléments dans le rapport où il dit, effectivement, ça a été fait comme ça, mais ça n'aurait pas dû être fait comme ça. Ça a été fait comme ça, mais bon. Donc, notamment à propos de ce marché public, cet appel d'offres, où concernait effectivement une entreprise, le fait pour la mairie d'avoir une entreprise pour nettoyer les abords des plages, etc. Donc ils ont pris ce petit truc, ces petites soi-disant irrégularités, qui étaient vraiment exagérées de la part de la Chambre régionale. Mais ce rapport a été déposé, le procureur n'a pas trouvé bon de poursuivre, le préfet l'a eu, c'est rien du tout.
Et quand finalement, M. Gémieux s'est aperçu que bon, il n'y avait rien, puisque M. Malsa n'avait pas touché un seul centime, contrairement à ce qu'il disait, il voulait faire croire aux gens, il a estimé devoir monter une sorte de complot avec procureur, avec gendarmerie. Alors, M. Gémieux, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, l'entreprise qui, soi-disant, avait subi le favoritisme de M. Malsa, a saisi le TA. Il s'est fait allouer 70 000 €. La mairie ne se défend pas. La mairie représentée par M. Gémieux ne se défend pas sur ce marché. Et puis, brusquement, mais malgré ça, le procureur ne peut pas se saisir lui-même, parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Quand on voit le dossier de la Chambre régionale des comptes, il n'y a rien. Le dossier du marché a été envoyé pour le contrôle de légalité au préfet. Le préfet n'a rien vu. Le préfet n'a jamais saisi l'OTA, il n'a pas vu d'irrégularité. Et alors que l'article 40 du Code de procédure pénale lui fait obligation. Il est tenu, quand il voit qu'il y a du favoritisme, de saisir le procureur et de diligenter une plainte contre le maire. En 2012, le préfet ne voit rien. La Chambre régionale des comptes voit quelques irrégularités, effectivement, mais ne saisit pas non plus le procureur. Eh bien, M. Gémieux dépose une plainte en 2019, donc pratiquement près de... Nous sommes en... près de 7 ans après, 7-8 ans après, il dépose une plainte. Et voilà que M. le procureur de la République décide de poursuivre. Alors là, je vais vous laisser raconter les autres confrères qui ont eu le dossier. Là, c'est vraiment le surréalisme le plus total. Il décide... Mais ils ont combien de temps pour... 3 ans. C'était 3 ans. 3 ans. À l'époque, c'était 3 ans. Par la suite, en 2017, c'est devenu 6 ans. Mais au moment où, en 2017, c'était déjà prescrit, largement. Il y avait 3 ans, il était terminé. Mais enfin, on a refait revivre le truc parce que, soi-disant, M. Garcia Malsa, qui a envoyé son dossier en préfecture, aurait dissimulé les choses. Donc, le préfet serait peut-être un complice de tout ça. Parce que le préfet, il a eu tout le dossier, hein. La Chambre régionale des comptes a eu tous les dossiers, mais personne ne saisit procureur ni quoi. Donc ils font du préfet un complice à la limite, puisque le préfet dit que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais 7 ans après, M. Gémieux fait une plainte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Assuré de ce que son procureur de la République va le suivre. Parce que lui aussi, il sait très bien ce qu'il fait. C'est pas par hasard qu'il dépose plainte. Il faut condamner M. Malsa. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils disent quoi? Qu'il y a un expert qui note les différents candidats et que M. Malsa aurait fait pression sur cet expert pour baisser la note d'un concurrent, ce qui aurait fait de ce concurrent un moins 10 ans et aurait permis à un autre concurrent de... Mais tout ça sans qu'on démontre que M. Malsa ait perçu quoi que ce soit, n'ait fait quoi que ce soit. Il n'y a aucune histoire d'argent dans ça. C'est simplement, on a demandé à un expert de baisser une note pour favoriser une entreprise. Et de là... Vous allez voir, et c'est là que je vous dis que nous sommes vraiment en colonie, que nous sommes dans un... C'est du n'importe quoi. Nous n'avons aucune sécurité, nous sommes vraiment en danger. Les Martiniquais ne se rendent pas compte, mais on le voit avec l'affaire Pinto, je ne sais pas si on aura le temps de parler, nous sommes en danger. Parce que ce qui va se passer après, c'est du domaine de la romance, mais c'est du roman à... Quelle est la suite Quelle est la suite? Qu'est-ce qui va se passer avec ce fameux expert? On le prend par la peau du... Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le dossier que moi j'ai vu, on interroge, c'est pas un expert, c'est un cabinet de conseil en quelque sorte qui va essayer de mettre en place la procédure d'appel d'offres et de vérifier les différentes offres en regardant en donnant des notes par rapport aux services qui sont mis en place, aux prestations qui sont proposées et aux prix qui sont fixés et qui va donc dire, ben voilà l'offre de telle personne de ce point de vue-là a telle note, l'autre a telle note. Et là, en principe, le code prévoit qu'on doit prendre la moins disante, mais entre deux offres, on peut également choisir de prendre la mieux disante, c'est-à-dire même si elle est plus chère, pardon, mais est-ce que les prestations qu'elle offre sont meilleures, donc on peut la choisir. Donc on est exactement dans ce cas-là. Il y a un appel d'offres. Et puis, finalement, l'appel d'offres aucune des deux offres n'est retenue parce que l'une d'entre elles, alors que c'était idiot, la moins disante n'était pas bonne. Elle ne respectait pas le cahier des charges, notamment la reprise des salariés. Donc on aurait dû la rejeter et puis garder l'autre. De manière un petit peu, je sais pas, probablement pour leur redonner une chance, le cabinet conseil a dit, eh bien, on n'est pas dans ce cas-là, on n'est pas obligé de faire un appel d'offres.
on peut faire un marché négocié, c'est ça, hein? Donc, les deux vont reproposer, vont refaire une proposition et on va regarder laquelle est celle qui convient le mieux à la mairie. Bien. Et là, lors de cette négociation, les notes ont changé au niveau du marché qui sera retenu. Et le cabinet de conseil explique qu'en fait, il a changé les notes, il a augmenté la note parce qu'il s'était rendu compte que déjà dans le premier rapport qu'il avait fait, il s'était trompé. Il aurait dû donner une meilleure note. Et il explique pourquoi. Bon, bref. La Cour des comptes, alors ça c'est le dossier pénal, hein, le dossier où on entend le gérant du cabinet conseil, d'accord, qui dit, bon, moi j'ai modifié la note parce qu'effectivement je m'étais trompé et je ne leur avais pas mis assez. On essaye de lui faire dire que M. Malsa, il dit, mais moi je ne connais pas M. Malsa, j'ai jamais vu M. Malsa, M. Malsa ne m'a jamais parlé. Non, il n'a pas dit j'ai jamais vu. Il a dit j'ai vu M. Malsa une fois lors d'une réunion, mais nous ne nous sommes jamais parlé, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais approché. Et ça ressort partout dans le dossier qu'il n'a jamais. Ensuite, on lui dit, mais... Alors il dit, moi j'ai modifié la note pour telle raison. Après le gendarme lui dit, mais quand vous avez falsifié la note... Falsifié. Oui, le gendarme utilise le terme de falsifié, alors qu'il a dit j'ai modifié la note. Bon. Et donc, et lui, comme machin, il dit, oui, mais je l'ai falsifié parce que quelqu'un m'a dit, enfin, j'ai eu l'impression, oui, mais c'est qui cette personne-là? Je ne sais pas vraiment qui, c'était peut-être monsieur Untel, peut-être monsieur, mais c'était pas monsieur Malsa, non, c'était pas monsieur Malsa, j'ai jamais parlé à monsieur Malsa, enfin bref. Avec un dossier comme ça, on poursuit monsieur Malsa. Poursuit monsieur Malsa parce que le monsieur a dit que quelqu'un a dû lui demander de modifier la note, mais il ne sait pas qui c'est. Mais en tout cas, il n'a jamais vu Malsa. Il suppose que ça peut être monsieur Untel. Il donne deux noms. Hein, il donne un nom. Il donne un nom. Il dit peut-être que c'est monsieur Untel qui m'a demandé ça, mais alors j'ai supposé que ça pouvait être monsieur Malsa qui lui avait dit de me demander ça, mais en tout cas, moi, j'ai pas parlé. On poursuit monsieur Malsa dans les conditions suivantes. On lui envoie une citation dans laquelle il lui est reproché, tenez-vous bien, d'avoir, en tout cas dans un délai non machin, en Martinique, attribué un marché de trucs publics, un marché public à telle société au détriment de telle société. Point. Et alors? Point. Fait prévu et réprimé. On ne dit même pas comment il a fait ça. Le gars est poursuivi pour avoir attribué un marché public à une société au détriment d'une autre. Point. C'est-à-dire, on ne lui dit pas ce qu'il a fait. On ne lui dit pas quels sont les actes qu'il a commis pour avoir donné ce marché-là en demandant à telle personne de faire. Mais c'est quoi le but alors? Écoutez, salir, parce que le MIR, justement, le mouvement international pour les réparations, dérange. C'est très grave. Alors oui, et ça dérange les béquets, et ça dérange les procureurs, et ça dérange l'État français, M. Macron et compagnie. Vous ne comprenez pas que nous sommes dangereux pour ces gens-là? Nous sommes des êtres dangereux parce que justement, tout ce que vous avons dit là, ça ne leur plaît pas. Ils auraient aimé que nous soyons tous créoles. Mais comme nous ne sommes pas comme ça et que nous voulons la réparation, la souveraineté, et que nous nous battons pour ça, et qu'il ne faut pas croire, hein, et il faut nous salir. Il faut salir les gens, il faut les détruire à la limite. Alors c'est vraiment... Non, mais je veux terminer parce que c'est important ce que je veux... Parce qu'il y a encore, on reste pas beaucoup de temps. Non, mais ce que je veux... La seule chose que je veux dire... Je vais vous laisser terminer, mais peut-être qu'Alain a peut-être... sur les faits. Oui, sur ça justement. Oui, c'est important. Alors, moi, je vais dire simplement que lorsque j'ai pris connaissance du dossier... Parce que ça me semble un peu léger, hein, le mot. C'est pas léger, c'est énorme. Lorsque j'ai pris connaissance du dossier, ça m'a fait penser au procès stalinien, vous voyez, où on construit quelque chose de... Des appels, Grégory? On construit quelque chose de totalement factice sur des faits qui contredisent ce qu'on veut démontrer. On était persuadé que le premier juge n'oserait pas aller à la condamnation. Le dossier était tellement incohérent. Les contradictions étaient tellement énormes. La procédure d'enquête était tellement partiale. Elle était nulle, en fait, si on prend les critères de ce qu'est une procédure d'enquête qui doit respecter l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Cette enquête est nulle et non avenue. Donc on a soulevé tous ces moyens en première instance et effectivement, en plus c'était prescrit. Ce qui était extraordinaire, c'est qu'on poursuivait M. Malsa en 2023
pour des faits qui remontent à 2012, sur un délit à l'origine qui est prescrit à 3 ans. Alors, ils ont inventé une théorie 2015, du caractère occulte du délit, à savoir qu'il aurait été dissimulé, alors que l'ensemble des documents avaient été donc transmis au contrôle de légalité en 2012, qu'il y avait eu le contrôle de la Chambre régionale des comptes, qu'il y avait eu en plus l'analyse du dossier par le tribunal administratif, et que personne n'avait décelé dans les éléments qui étaient là, les mêmes qui ont été offerts aux enquêteurs, un délit de favoritisme. Donc c'était un dossier dont le but était uniquement de discréditer M. Malsa, au plan moral, en disant M. Malsa est un malfrat, et M. Malsa, qui est... D'accord, je vois. M. Malsa est le président d'un mouvement qui s'appelle MIR, qui depuis 2005 s'est battu contre l'État français, Et puis, avant. a réussi à contraindre les juges à reconnaître un certain nombre de choses que la doxa juridique générale niait, à savoir qu'il y a un droit au procès, il y a une créance contre l'État et il y a un droit à réparation. En 2017, la Cour d'appel de Fort-de-France a débouté les demandeurs, non pas parce qu'il n'y a pas de créance, mais parce que la créance dont la Cour d'appel ne dit pas qu'elle est prescrite, mais que les demandeurs n'avaient pas démontré, écoutez-moi bien, qu'à partir de 1948, parce que le juge de la Cour d'appel de Fort-de-France nous a donné raison jusqu'en 1948, nous ne pouvions pas agir, il y avait un empêchement d'agir, et quand vous êtes empêché d'agir, il n'y a pas de prescription. Vous savez, prescription, c'est la même chose dans le chlordécone, hein, c'est le grand mot que les juges français trouvent pour bloquer des procédures qui mettent en cause l'État et le trésor de l'État. Parce que c'est une question d'argent. Il faut bien que les gens... Nous sommes Martiniquais, les Guyanais, etc. Par rapport à la réparation, c'est pas... Nous sommes une goutte dans la question de la réparation. Mais nous sommes à l'avant-garde du procès de la réparation, depuis 2005. Et ce procès, nous l'avons gagné juridiquement. Et M. Malsa est quelqu'un de très dangereux, parce que M. Malsa, pour l'État français, mais pas seulement l'État français, parce que qui doit réparer? L'ensemble des puissances européennes, qui refusent de réparer. D'accord? Et donc, M. Malsa était l'homme à abattre, parce que depuis effectivement 20 ans, nous nous battons pour que les Martiniquais se mobilisent, aillent devant les juges et demandent réparation. Comme ils y ont droit. Et comme on a démontré qu'ils y ont droit, nonobstant les décisions de justice qui ont été rendues. Donc, le procès qui a été fait à M. Malsa était un procès politique, construit de façon... C'était un bricolage. Hein. Je veux dire, n'importe quel juriste qui regarderait cette procédure serait effrayé par l'inconsistance des choses qui sont reprochées à M. Malsa. Donc, le premier juge a dit, c'est prescrit. Ce qui était une reconnaissance en partie, parce que ça permettait de ne pas dire qu'il n'y avait rien à reprocher à M. Malsa. C'est prescrit, donc on ne sait pas. Oui, peut-être qu'il a volé, peut-être qu'il n'a pas volé, peut-être qu'il est intervenu pour... On n'a jamais dit d'ailleurs qu'il avait volé. On lui reproche simplement d'être intervenu dans le choix du candidat qui a été retenu. On ne reproche pas ça, c'est pas marqué dans la citation. Non, non. Ah non, c'est de facto, c'est pour ça qu'on veut le condamner. La citation est nulle. La citation n'est pas marquée dans la citation. Outre le fait que la citation soit nulle, mais on veut lui reprocher. Le procureur de la République est tellement peu sûr de sa procédure qu'il commet des erreurs grossières, comme une citation nulle. Voilà. Donc, décision du premier juge, prescription. On était convaincus. C'était en quelle année, ça? En 2023. En 2022. 22 juin 2022, je crois. Ouais. On pensait que... Attendez, le procureur demandait 2 années de prison. Hein, oui, à l'époque. avec sursis. Oui, non, ahurissant, ça. Même sursis. Mais même, quand même, c'est comme si vous n'avez rien fait, on vous condamne. L'objet du procès n'était pas de dire la vérité, de rechercher la vérité, c'était de contraindre une vérité factice qui, à travers le bricolage d'éléments qui ne tenaient pas ensemble, permettait de discréditer la figure de M. Malsa. Non seulement comme président du MIR, mais comme figure politique en Martinique, parce que M. Malsa a une aura politique en Martinique. Absolument. Donc, on était convaincus, nous, les avocats, que jamais le parquet général ne ferait appel. Alors, et c'est ce que donc, ils ont fait appel. Oui, ils ont fait la appel. Conclusion de ça. Voilà. Alors, c'était juste ce que je voulais dire. Non, mais ce qu'Alain dit, machin, c'est surtout l'arrêt. L'arrêt est très important. Voilà. Il faut qu'on vous dise ce qu'il y a. Alors, si je peux terminer sur l'arrêt. Parce qu'on n'a pas de temps. Donc, la Cour d'appel va instruire le dossier et
Au départ, quand j'ai appris que le procureur général faisait appel, je me suis dit, c'est pas possible. N'importe quel juriste dirait, bon, calme-toi, il n'y a rien à faire. Il a fait appel, mais il a fait appel parce qu'il a reçu des ordres. Il faut bien comprendre que ce procès est un procès politique. Quand je parle de procès stalinien, c'est parce que c'est un procès politique qui est fait à un homme politique qui a un discours et qui a une cause qu'il défend, qui remet en cause l'État français, et en particulier sa finance. Parce que le colonialisme, c'est fondé sur la finance. Il faut de l'argent pour tenir un pays. Mais c'est aussi fondé sur le racisme, il faut pas oublier. Bien sûr, bien sûr. Aucun procureur général en France n'aurait osé faire appel. Donc il y a eu un accord entre Paris et Fort-de-France pour faire appel. Et le juge d'appel, donc la Cour d'appel de Fort-de-France, va rendre un arrêt qui est extraordinaire. Parce que comme le dossier est inconsistant, pour pouvoir reconnaître une culpabilité à M. Malsa, on va inventer un motif qui est M. Malsa a fait une demande expresse à M. Grosjean, qui est donc ce cabinet conseil. Ce cabinet conseil qui était en charge de conseiller la mairie sur le choix du candidat, a fait une demande expresse de modifier l'ordre des candidatures et de choisir un candidat qui n'aurait pas dû être choisi. Or, tout le dossier est constitué, comme le rappelaient mes consoeurs, sur des déclarations de M. Grosjean qui sont contradictoires. Parce que M. Grosjean n'a jamais dit que M. Malsa avait demandé à ce qu'il modifie les notes. M. Grosjean, qui, comme le rappelait Maryse, tout d'un coup, soudainement, hors contexte, alors qu'il vient d'expliquer pourquoi il a modifié des notes, à la question absurde de l'enquêteur, mais pourquoi vous avez falsifié, alors qu'il vient de lui démontrer qu'il n'a pas falsifié, mais qu'il avait des raisons pour mal, dit oui, j'ai falsifié les notes. Donc, déjà, dès ce départ, dès cette première audition, il y a une rupture logique dans la thèse soutenue par le procureur de la République. Et donc, la Cour d'appel, pour pouvoir condamner M. Malsa, va falsifier les faits. Elle fait des constatations, ce qu'on appelle des constatations personnelles des juges, qui sont fausses et qui annulent la valeur juridique de cette condamnation totalement factice et arbitraire que la Cour d'appel... Vous êtes quand même responsable de ce que vous dites. Hein. Non, mais j'assume qu'ils me poursuivent. Non, mais attendez, je suis juriste, j'ai 35 ans de barre, je suis juriste, et si je le dis, c'est parce que c'est factuellement constatable. La Cour d'appel condamne quelqu'un sur quelque chose qui est faux. La déclaration que M. Malsa a fait une demande expresse à M. Grosjean de falsifier les notes. Ça ne résulte pas du tout. Ça ne peut pas résulter des faits qui sont constatés dans l'enquête, et ça ne tient pas la route dès lors qu'il n'y a jamais eu de discussion de tête-à-tête entre M. Malsa et M. Grosjean, ce que répète M. Grosjean tout au long de la procédure. Dès lors, et j'ai vérifié, parce que je ne suis pas fou, si je viens ici et que je dis ça, c'est que j'ai vérifié. Lorsque des juges font la constatation de faits pour condamner quelqu'un, et si ces faits sont faux, eh bien, le jugement, la décision qui est rendue, est nulle et non avenue. Bien. Alors, pour une conclusion dessus, puisque vraiment, Madame Duhamel Maryse. Oui, alors, pour compléter ce qu'a vient de dire Alain, c'est que en première instance, comme la citation était nulle et que nous disions, vous ne pouvez pas condamner sur la base, faire un procès sur la base d'une citation qui ne dit pas ce qui est reproché à la personne, vous vous contentez de viser le délit prévu par l'article, mais sans dire en quoi ce délit est constitué par des faits précis. Donc, on soutenait la nullité de la citation. Et le procureur, le substitut qui a plaidé ce dossier, enfin qui a requis dans ce dossier devant le tribunal, a dit oui, mais ce qu'on reproche à M. Malsa, c'est son comportement général. Donc, en fait... Oui, il a dit ça. C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit texto. Parce que dans le dossier... Il n'y a rien. Rien. Donc, zéro. Tout le monde devrait être condamné. Mais plus grave encore, c'est que nous n'avions même pas vu ça. C'est l'une de nos consoeurs qui a vu ça. C'est l'avocat de M. Grosjean qui a vu que la page où on parle de falsification, est une page qui n'a jamais été signée par M. Grosjean. Et elle a demandé la nullité du procès verbal à cause de ça.
Et le juge n'a pas prononcé la nullité de tout le procès verbal, mais de la page seulement. Enfin bon, c'est soi-disant incrimine mais M. Malsa. La page, elle n'incrimine pas M. Malsa, mais elle laisse supposer qu'il y a eu effectivement quelque chose d'anormal. C'est là où il cède. C'est là où il dit, quand le gendarme lui dit, mais quand vous avez falsifié la note, dans quelles circonstances, etc. Et il dit, oui, quand j'ai falsifié, mais il a repris le mot il reprend le terme falsifié, alors que la page d'avant, il disait modifié. Non, je n'ai pas falsifié. Et il donnait la raison pour laquelle il l'avait modifié. La page, il a signé cette page. La page d'après, le gendarme lui dit, quand vous avez falsifié, il reprend, et puis il dit, il me semble que c'est monsieur tel qui m'a parlé de ça. Oui, enfin je ne sais pas, mais en tout cas, je ne sais pas si monsieur Malsa c'est monsieur Malsa qui lui a dit. En tout cas, moi je n'ai jamais parlé à monsieur Malsa, etc. Donc il met hors de cause monsieur Malsa, même s'il peut supposer que monsieur Malsa pourrait être derrière. Il dit, moi je ne sais pas, je ne l'ai pas vu. Attends. Et donc on va... Oui. Vas-y. Non, c'est... Ce monsieur a été littéralement harcelé par les policiers. Il a été interrogé au moins 3 ou 4 fois. Chaque fois, on veut lui faire dire... Monsieur Grosjean, là, on veut, parce que c'est sur lui que repose l'accusation, on veut lui faire dire que monsieur Malsa lui a parlé tête à tête. Il dit non, je ne le connais pas. Je l'ai vu de vue, je l'ai vu, mais je n'ai jamais parlé en tête à tête à ce monsieur. Il ne m'a jamais rien dit. Mais je suppose. Bonne question. Ah bon, nous sommes en colonie, monsieur, et nous sommes dans une situation, dont je vous ai parlé. Alors, dans une situation où nous mais c'est sérieux, ça. C'est sérieux. C'est très sérieux. Mais ça, vous savez, nous, en tant qu'avocats, nous vivons des choses dramatiques dans ce pays-là. Nous voyons des choses terribles où, effectivement, je disais, on me dit de ne pas parler de mafia, mais c'est vraiment une organisation de mafiosos. Ben, je suis désolée, je suis obligée de dire ça, parce que moi, je suis honnête et j'ai un minimum de scrupules. Mais oui, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de juste. Et quand je vois ça, je dis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas de la justice, c'est de la malpropreté. Il n'y a pas de nom pour qualifier ça. Vous prenez quelqu'un, vous le faites venir 4-5 fois devant vous. Vous lui dites, monsieur Malsa vous a dit de faire. Non, je ne le connais pas. C'est monsieur Malsa qui vous a dit. Non. Dans cette émission mais il faut voir le dossier. Mais il faut voir le dossier. On pourra vous communiquer les déclarations de monsieur Grosjean. Il faut voir. On a harcelé le monsieur et là, malgré ça, il n'a jamais dit ça. Et malgré le fait qu'il n'ait jamais dit ça, la cour d'appel indique que M. Grosjean a dit que M. Malsa lui a demandé expressément de modifier la note. C'est faux. C'est du faux. Bien. Alors, Maryse Duhamel, je termine en disant, en rajoutant une couche sur ce que Claudette a dit, parce que, je rajoute vraiment une grosse couche. Vas-y. Ne soyez pas étonnés qu'on puisse trouver un petit procès verbal sorti de je ne sais où avec je ne sais quelque chose. Parce que ces gens-là, ils sont pas à ça près. Hein. Claudette a parlé de mafia. Je ne sais pas, moi c'est une organisation du crime, comment vous dites ça? Alors, donc, on va passer rapidement à autre chose. Alors, il s'est passé quelque chose à l'aéroport, à l'aéroport Aimé Césaire. Moi, je vais vous dire, M. Malsa et moi, nous étions invités à une conférence sur la décolonisation des droits de l'homme, enfin à Istanbul, en Turquie, par un groupement qui s'appelle Groupement d'initiative de Bakou, qui a été constitué pour nous accompagner effectivement dans notre demande de décolonisation. Oui. Donc ce groupe a été constitué, me dit bon, effectivement sa situation est grave pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Kanaki, puis la Polynésie. On va vous donner un coup de main pour internationaliser votre problème. Donc nous sommes invités à Istanbul, où il y a des pays non alignés, parce qu'on a constitué ce groupe à l'occasion d'une réunion des pays non alignés. Donc je vous dis rapidement. Et donc, nous avons nos billets, nous allons prendre nos cartes d'embarquement. Nous arrivons. Vous étiez déjà à l'aéroport. On a le billet, on est à l'aéroport. On a le billet électronique. J'ai fait sortir le billet, on est là tous les deux. On y va et on dit à la dame, on souhaite avoir des places côte à côte, parce que comme ça, c'est fait un peu rapidement. C'est pour voir chacun de nos interventions, parce qu'on devait intervenir sur des choses différentes. Ah non, il n'y a pas de place côte à côte. J'ai dit, bon, alors M. Malsa dit, essayez de trouver une pour nous. Il nous dit, attendez-nous. Elle prend notre passeport, elle prend nos billets, elle part. Et on attend. 20 minutes passent, on dit, mais madame, et elle continue. Et au bout d'un moment, on voit quelqu'un qui vient me dire, vous savez, il n'y a pas de place pour vous, il y a un surbooking, enfin, etc. Je dis, mais comment? On devait avoir des billets là. La dame devait nous donner des billets, elle nous a dit qu'elle va chercher des places côte à côte. Même si elle ne trouve pas côte à côte, elle nous met séparément. Mais on ne comprend pas pourquoi il n'y a plus de billets. Ah oui, l'avion est rempli, vous ne pouvez pas partir. Alors on est resté là. On a dit, on va rester là, on va attendre.
on se rend compte que de ce surbooking-là, c'est nous seuls qui sommes concernés, M. Malsa et moi. Nous sommes les deux de trop dans l'avion. Oui, Donc, vous vous rendez pas compte? c'est bien ça. Attendez, alors j'appelle le responsable du groupe qui nous avait invités, il me dit, je n'ai jamais vu ça. Vous êtes sûr, Madame Duhamel, vous ne pouvez pas partir? J'ai dit, non, on ne peut pas partir. Monsieur Malsa et moi, nous sommes persona non grata sur l'avion parce que nous allons à une conférence pour la décolonisation. Voilà. Et voilà, donc ça vous étonne le dossier, tout ça, vous mettez ça bout à bout, et puis l'affaire Pinto. Et puis quand je vois, c'est une affaire qui me hérisse également. Parce qu'on est arrivé à... Avec quoi, écoutez, c'est la vérité. Il y a que, là maintenant, la justice, de plus en plus, montre son vrai visage. Bon, c'est vrai qu'à l'occasion de mon procès, parce que vous savez qu'ils ont fait un faux, je suis allé plaider pour une consoeur, ils ont pris un jugement dans lequel ils ont mis plein de dénonciations fausses. Et quand je les ai poursuivis, ils disent, c'est moi qu'on a condamné. Oui. Moi, je leur dis, moi, je n'ai jamais dit. Madame Et vous savez pourquoi ils m'ont condamné? Ils m'ont dit qu'il y avait du brouhaha, que j'avais un comité de soutien et que les juges, avec tout ce brouhaha, n'ont pas entendu qui a dit quoi. Donc, ils m'ont dit que c'est moi qui l'ai dit. Bon, mais pourtant, alors, voyez la justice française. Ils n'auraient pas fait ça une blanche. Ils n'auraient pas fait ça en France. Alors, moi, ils je font ça voudrais que ici. vous reveniez sur le plateau. Parce qu'il y a tellement de choses à dire, En tout cas, merci à Madame Maryse Duhamel. Merci. Vraiment, merci à... Rien. Madame Claudette Duhamel. C'est une très heureuse de participer. Vous connaissez de réputation. Oui. Et puis, Monsieur Alain Manville, merci. Heureux d'avoir pu dénoncer certaines choses qui sont dramatiques, mais que les Martiniquais doivent connaître. Oui, je pense, oui. En tout cas, vraiment, merci à vous trois. Et puis, j'espère qu'on va se revoir encore et dans pas longtemps sur ce plateau. Et peut-être, pourquoi pas, avec la présence de M. García Malsa, à qui je souhaite encore prompt rétablissement et puis force et puis courage, M. García Malsa. Merci Grégory, merci à vous de la Martinique, de la Guyane, de partout. Et puis, vous avez vu, comme moi, une émission très animée. Et j'espère qu'on en aura d'autres comme ça. À très bientôt. Au revoir. Prenez soin de vous.